Les parlements sous l'Ancien Régime dans le Royaume de France d'une cour de justice d'appel, puis cour souveraine, puis cour supérieure, à partir de 1661 qui rend la justice au nom du roi. Le plus haut degré de la juridiction était le Conseil du roi. Ces cours souveraines pouvaient être saisies par le justiciable. Les parlements avaient obligation d'enregistrer les édits royaux. Donc, je vais commencer le petit exposé des parlements, et je vais commencer, bien sûr, par les parlements sous l'Ancien Régime. Alors, je vais commencer par l'origine. Alors, l'origine de ces parlements. Alors, le premier de ces parlements a été établi en France par Saint-Louis et le Parlement de Paris. Alors, l'étymologie du mot vient du verbe parler, lui-même venant du latin liturgique parabolé, donc parler par parabole. Donc c'est l'endroit où l'on parle, et sous l'Ancien Régime, le Parlement de Paris est issu d'un partage au Moyen-Âge de la cour du roi qu'on appela la Cura Regis. Alors au XIIIe siècle, le Parlement se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire. Il cesse de suivre le roi et s'installe à Paris. Parce que avant, les rois avaient, si vous voulez, ils étaient itinérants. Ils n'étaient pas tout le temps, c'était des rois nomades un peu. Ils allaient de château en château. Et c'est vrai qu'au départ, tous ces juristes le suivaient, c'est-à-dire qu'on emmenait des charrois, comme on disait à l'époque, avec tous les documents officiels de la cour, le grand sceau, les jurisconsultes, enfin les notaires, les greffiers. Donc c'était quand même assez lourd à l'époque de se promener avec tous ces gens-là, surtout que ça allait assez lentement. Donc Saint-Louis a décidé de créer le Parlement de Paris et il s'est installé donc à Paris. Et ce Parlement sera le plus important du royaume, et ce jusqu'à la Révolution, couvrant la moitié du territoire. Alors, au XVe siècle, apparaissent les parlements de province. Il s'agit surtout de cours souveraines, créées dans des provinces rattachées au fur et à mesure à la couronne. Le Parlement de Toulouse, lui, sera créé pour décongestionner le Parlement de Paris, puisque c'est vrai que les affaires judiciaires commençaient, si vous voulez, à être extrêmement importantes et que si vous voulez, le nombre des parlementaires n'augmentait pas assez. Donc, on a décidé de créer des parlements de province, dont celui de Toulouse. À la fin de la monarchie, il y en aura 15 dans le royaume. Il y aura 12 parlements et 3 cours souveraines. Alors, je vais vous dire la liste maintenant des parlements et de la date de leur création. Donc, Paris vers 1250, Besançon en 1422, Toulouse en 1443, Grenoble en 1453, Bordeaux en 1462, Dijon en 1477, le Parlement de Normandie en 1499, Aix en Provence en 1501, le Parlement des Dombes à Lyon puis à Thévou de 1696 à 1771, et en 1723 et en 1523, il est rattaché directement à Lyon. La Bretagne, après les accords qu'il y avait eu avec le mariage de Anne en 1553, donc suite à la succession de Anne, l'épouse de Louis XII, et ça a alterné ce Parlement à Rennes, puis à Nantes en 1557, puis Rennes et enfin exilé à Vannes de 1675 à 1690, puis vint Pau en 1620 suite au rattachement de la Navarre au royaume par Henri IV. Metz en 1633, le Parlement des Flandres à Tournai, actuellement en Belgique, puis Cambrai en 1709, et Douai en 1713, et le dernier fut Nancy en 1768 jusqu'en 1775. Alors nous allons maintenant parler de l'organisation de ces parlements. Donc le Parlement, c'est une cour féodale devenue une institution essentiellement judiciaire. Les édits enregistrements, donc les titres de noblesse, ou les litiges avec le pouvoir royal, se fait essentiellement au Parlement de Paris. Les juristes remplacent les nobles qui sont transférés dans la cour de justice du roi, ce qu'on appellera plus tard la fameuse cour des pairs. Les grands feudataires du royaume ne peuvent qu'être jugés que par leurs homologues, donc les pairs de France, suffisamment garnis, qu'on disait, de pairs.
Alors, ces parlements ont aussi un rôle judiciaire. Les parlements fonctionnent comme des cours d'appel et de cassation, à la fois civils et criminels. Depuis 1345, le Parlement comprend 3 chambres. Vous avez la grande chambre, ou chambre des plaides, la chambre des enquêtes et la chambre des requêtes. Son pouvoir est de statuer en équité. Son adage a pour devise « Dieu nous protège de l'équité des parlements ». Alors, nous allons développer ces chambres. Donc, vous avez la grande chambre. Donc, c'est la chambre principale. Elle exerce les fonctions majeures, l'enregistrement des ordonnances remontrances au roi, qui statue en y tenant son lit de justice, et l'arrêt des règlements. La chambre des enquêtes, elle étudie les pièces écrites des affaires civiles et pénales qui seront jugées ensuite par la grande chambre. Donc, à partir du XVIe siècle, elle juge aussi les affaires de moindre importance. La chambre des requêtes, elle est destinée à l'origine à étudier les requêtes avant de les soumettre à la justice du roi. Elle devient une instance qui étudie les affaires d'un certain nombre de privilégiés avant que les affaires ne soient soumises au jugement de la grande chambre. Donc, il y a aussi ce qu'on appelait la tournelle. Alors, son nom vient du fait que les magistrats qui la composent y siègent à tour de rôle. Elle instruit les affaires criminelles et peut soumettre l'accusé à la question. Torture pratiquée à l'aide d'instruments pour faire avouer le suspect. Donc généralement, celui-ci avouait à la vue des objets de torture. On a très peu torturé sous l'Ancien Régime, contrairement à ce que certains nous disent. Et nous allons parler aussi de quelque chose d'important qui est la table de marbre. Alors elle est nommée ainsi parce que les magistrats siégeaient à une grande table. Elle instruisait les dossiers d'une nature particulière et que, faute de spécialistes, on ne se pressait pas de juger. Alors, cette juridiction regroupe la connétablie, qui est la juridiction des gens de guerre, l'amirauté, qui est la juridiction des gens de mer, et la grande maîtrise des eaux et forêts, qui sont donc les affaires forestières et le droit de pêche. Alors, nous allons parler maintenant des fonctions législatives. Donc, l'enregistrement des ordonnances. Alors, les ordonnances ne sont applicables que si le Parlement les a enregistrées. Ce peut être l'occasion d'un conflit avec le pouvoir royal. Donc, l'un des plus célèbres est l'épisode de la Fronde, que je vous avais fait dans un autre space historique, qui opposa le Parlement à Mazarin et à Anne d'Autriche entre 1648 et 1653. Le Parlement peut refuser d'enregistrer une ordonnance du roi, ainsi que les parlements de province. Alors, si un parlement refuse l'enregistrement, seule la grande chambre au Parlement de Paris statue par le biais de très humbles remontrances. Ce pouvoir n'est pas la suppression de l'ordonnance. Il faut savoir que depuis François Ier et les parlementaires sont anoblis à la 2e génération, et aussi peuvent, en payant le droit annuel ou le 60e de leur charge ou taxe appelée Paulette, du juriste Paulet, transmettre leurs offices à leur descendance. Donc les magistrats sont donc propriétaires de leurs charges et doivent, par leurs anoblissements, beaucoup au roi. Non, le but des remontrances, si humbles soient-elles, est de modifier le texte, montrer que l'on existe, et aussi, pour la justice, ces professionnels de la robe sont très tatillons sur les textes et les édits, ainsi que sur les coutumes et la défense des contribuables. L'on peut dire que cette clientèle, entre guillemets, sont des grands bourgeois pour la plupart et parfois membres de leur famille. Si le roi ne s'incline pas et repasse l'édit une seconde fois, c'est la lettre de Jussion, ou droit d'enregistrer. Alors là, le Parlement a le droit à un dernier recours, il renvoie l'ordonnance et a le dernier mot. Il se déplace alors en lit de justice, par référence à la salle dite de Saint-Louis, fleur d'Élysée, et où le roi s'assied sur un trône où reposent des grands coussins. Le roi fait dicter l'édit par son chancelier, et l'édit passe en force, le Parlement s'incline. L'exemple du roi Henri IV, obligé de se déplacer et enfin d'enregistrer l'édit de Nantes en 1598 par délit de justice, en est le parfait exemple. Alors, il y a aussi les arrêts du Parlement. Lorsque, jugeant une affaire, un Parlement s'aperçoit qu'il s'agit d'un domaine où la législation est inexistante, il peut prendre l'initiative de légiférer en la matière
en rendant un arrêt qui tranche l'affaire qui lui a été soumise et qui tient lieu de loi pour l'avenir. N'oublions pas que la France, sous l'Ancien Régime, n'a pas de constitution écrite, mais des lois dites fondamentales régissant les règles et le droit du royaume. Alors, il y a aussi dans ces parlements, là je vous ai fait un peu très très vite, si vous voulez après vous référez à des livres sur les parlements, il y en a, mais je vous garantis que c'est coton, que c'est assez, assez, si vous voulez, en matière de justice assez fort. Je vais vous parler maintenant des conflits politiques qui ont opposé le pouvoir royal et les parlements. Alors, je vais commencer par les conflits au XVIe et au XVIIe siècle. Alors, justifiés à l'origine par le devoir féodal de conseil, les remontrances étaient devenues, à la fin du Moyen-Âge, un moyen de pression politique. En 1566, Charles IX, par l'ordonnance de Blois, interdit les interactives remontrances. Le roi ne peut en imposer l'application. Alors revenons à la charge, Louis XIV, à l'occasion de sa codification de l'ordonnance de 1667, puis une déclaration au Parlement en 1673, supprime les itératives remontrances. Le roi impose que les remontrances n'interviennent qu'après l'enregistrement de l'édit. Là, c'est très important, le roi reprend, disons, la main sur les parlements. Alors, au XVIIIe siècle, sous la minorité de Louis XV, le régent Philippe d'Orléans avait besoin du Parlement de Paris pour casser le testament de Louis XIV. Il restaure le droit de remontrance, supprimé par le feu roi. Le résultat fut une obstruction systématique des parlements contre les réformes. Mieux, les parlements mirent en place une sorte de pouvoir judiciaire organisé en se solidarisant. Quand un parlement avait des problèmes avec le roi, Louis XV, à sa majorité, réagit par une violente réaction. À l'occasion d'un lit de justice, celle qui a été dite de la séance des flagellations du 3 mars 1766, en réponse des remontrances des parlements de Pau et de Rennes, Monsieur Joly de Fleury fit la lecture du roi. Le roi démissionna les frondeurs et les exila. En 1770, Louis XV, ayant fait enregistrer une déclaration proclamant l'absolutisme royal, les parlements démissionnèrent en bloc. En 1771, le chancelier Maupeou, ce que je vous raconterai par la suite plus en détail, riposte avec la création d'un nouveau parlement qui détiendrait seul le pouvoir d'enregistrement, et en créant une institution de 6 conseils supérieurs se partageant l'immense ressort du Parlement de Paris, leurs compétences étant limitées au pouvoir judiciaire. Mais cette réforme était applicable si le Trésor était capable de racheter les offices des parlementaires. Pendant la Fronde, Mazarin avait envisagé cette idée pour se débarrasser des parlementaires frondeurs. Devant la somme énorme que l'État aurait dû sortir de ses coffres, le cardinal avait reculé. En 1771, le déficit commence à se creuser de plus en plus. L'erreur de Louis XV entraînera celle de Louis XVI, qui en 1774 abroge la réforme Maupeou pour le commencement de son règne. L'obstruction parlementaire réapparut avec plus de rigueur. En 1778, les édits suggérés par le garde des Sceaux Lamoignon confia le droit d'enregistrement et de remontrance à une cour plénière, mais il est trop tard. Les parlementaires diffusèrent l'idée que le roi voulait limiter leur liberté locale, ce qui renforça le mécontentement général. Cette dernière grande crise opposant le roi au Parlement, surtout pour les affaires fiscales et le déficit du Trésor, a tenu une place importante parmi les causes de la Révolution de 1789. En 1790, les parlements sont dissous, remplacés par des juges élus et appointés par l'État. Voilà la fin de mon premier exposé. Vous avez vu que j'ai fait quelque chose d'assez court, puisque c'est assez procédurier. Donc, mais il est important quand même de comprendre comment fonctionnait l'administration sous l'Ancien Régime. Alors, je vais maintenant passer à mon deuxième exposé, qui est l'exil des parlements sous Louis XV. Alors, en introduction, j'ai mis ceci. Beaucoup ont déclaré que la Révolution française a eu différentes causes, comme le centralisme de Louis XV, par exemple, par exemple.
Il y en a eu une assez peu avancée et analysée qui fut la réforme des parlements de 1771. Certains diront que la révolution éclata suite à la coûteuse guerre d'indépendance de l'Amérique et des finances de la France avec 839 millions de livres de déficit, mais pas seulement. La réforme au Pérou, qui fut cassée à la mort du roi Louis XV en mai 1774, entraînera la France dans une non-réforme qui lui sera fatale. La puissance des juges qui opèrent aujourd'hui commença à cette époque. Alors, premier chapitre, affrontement du roi et des parlements. Le 20 janvier 1771, soit 22 ans avant le parricide, le régicide du roi martyr, son grand-père, exaspéré par l'attitude de contestation permanente des parlements contre la volonté d'enregistrer ses édits, envoie ses mousquetaires à demeure de chaque parlementaire, sans tergiversation ni retour par simple déclaration de oui ou de non, ordonnera Louis XV, à la condition qu'ils cessent leur grève et consentent à reprendre leur service. Ce qui oppose le roi au Parlement est une épreuve de force. Les parlements sont des organes judiciaires composés d'offices inamovibles, propriétaires de leurs charges, qui peuvent se transmettre à leurs héritiers contre un impôt au trésor, la pollette, du juriste Paulet, institué sous Henri IV en 1604. Les magistrats payent 1/80 ou 1/60 de leurs charges et sont anoblis. À la deuxième génération, ce que l'on appellera la noblesse de robe. Le Parlement de Paris couvre la moitié du royaume, 14 autres juridictions provinciales complètent l'administration judiciaire. Donc 2 affrontements centenaires entre Parlement et monarchie. Les affrontements entre les parlements et le roi n'ont pas commencé sous Louis XV. Le Moyen-Âge, Saint-Louis, Philippe le Bel, la Renaissance naissante, Louis XII, François Ier, Henri II, les guerres de religion, Charles IX, Henri III. Sous Henri IV, lui-même usera du lit de justice pour faire respecter ses volontés fiscales, et son fils Louis XIII optera de fermeté avec l'aval de Richelieu pour enregistrer ses édits. En ce qui concerne Louis XIV, il les mettra en lisière de l'État et rappellera que les chambres ne sont qu'un organe d'enregistrement soumise à sa volonté et à la volonté royale. Alors, le juridique et leur spécialité, ils orientent, conseillent et négocient avec le roi et les ministres. Des lois d'une France sans constitution et régies par des lois fondamentales, et le roi ne parle-t-il pas de ses peuples, tant la disparité est différente en langue et en mœurs. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, la Bretagne, État souverain, en est un parfait exemple. On voit tout de même une centralisation des édits par la juridiction faite par François Ier et l'édit de Villers-Cotterêts, qui impose le français comme langue législative et met le latin en second. Les parlements peuvent tout de même refuser un édit ou une loi, je dis les, bien que les plus virulents soient le Parlement de Paris, et je bornerai, moi, à vous expliquer celui-ci. Donc, un édit est rejeté, le président va donc voir le roi au Louvre, puis à Versailles, par la suite, avec des lettres de justion. Cette requête administrative soumet au souverain la réticence des législateurs à enregistrer son édit, cela est une sorte de réserve juridique. Si cela n'aboutit pas, le Parlement ose faire des humbles remontrances au roi, non pas pour contester complètement la loi, mais pour l'aménager et faire en sorte de supplanter l'autorité du roi en matière juridique. En cas de refus, le Parlement argumente, fait traîner et exaspère le roi, qui alors se déplace en lit de justice au palais de la Cité et sur son trône fleuderlisé, délice, ordonne l'enregistrement des édits. Si les officiers de robe sont propriétaires de leurs charges et donc intouchables, tant il en coûterait à la couronne de rembourser la valeur vénale de leur office. Seul le premier président de la Grande Chambre peut être évoqué puisqu'il est nommé par le roi. C'est ce qui arrivera au président Molé sous la Fronde, ou première Fronde en 1648, dite des parlements, révoqués, puis emprisonnés par Mazarin. Donc, au troisième chapitre, la riposte du roi de 1766. 5 ans avant la réforme de 1771, on va venir, le roi se rend au palais de la Cité lors de la journée dite de la flagellation. Le roi, sévère, déclare, je cite,
Le spectacle scandaleux d'une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d'adapter tout le pouvoir que j'ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises. Après la disgrâce de Choiseul, 1719-1785, le roi charge Maupeou pour réformer les parlements. Maupeou, 1714-1792, dernier des chanceliers de France, fruit d'une famille de Robins anoblis au XVIe siècle, commença par exercer des fonctions comme officier dès 19 ans à la cour des aides, puis grimpa tous les échelons. Il fut premier président du Parlement de Paris entre 1763 et 1768. Chancelier de France entre 1768 et 1790, garde des Sceaux entre 1768 et 1774, il forme un triumvirat avec le duc d'Aiguillon, 1720-1782, ministre des Affaires étrangères de l'abbé Terray, 1715-1778, contrôleur général des finances. Alors les parlements, surtout celui de Paris, ripostèrent et tentèrent de freiner les réformes pendant plusieurs mois, jusqu'à se mettre en grève en suspendant les procès et les rouages de la justice. Un vote des magistrats va encore braver les ordres du roi. 50 répondent oui à la grève, 35 s'abstiennent, les autres disent non. Le roi, excédé, les exile sur leurs terres, confisque les charges des présidents et des conseillers en les déclarant vacants. Donc, hostilité des princes de sang. Le 21 janvier 1771, le Conseil d'État privé qui dépend du roi en matière civile et criminelle est installé en partie afin de pallier la cessation du système judiciaire et administratif. Le roi demande à Antoine-Louis Séguier, grand avocat, de reprendre du service hostile aux idées nouvelles des Lumières et des philosophes. Il fera un mémoire et un réquisitoire favorables à la réforme Maupeou. Les cercles maçonniques encouragent leurs adhérents, qui sont certains officiers des parlements, et sont aussi affidés par certains grands de la noblesse et même des princes de sang. Il y a parmi ces grands le duc d'Orléans et le comte de Clermont, entre autres. Orléans écrit « Les actes font craindre qu'un arbitrage absolu ne s'introduise dans le gouvernement. » Le 18 février 1771, le Parlement envoie Malesherbes, 1721-1793, premier président à Versailles. Celui qui sera l'un des avocats de Louis XVI et qui le paiera de sa vie, de l'avoir brillamment défendu en étant guillotiné en 1793 à 72 ans. À Versailles, Malesherbes présente les remontrances. Il dit « Les droits de cette nation sont les seuls que nous réclamons aujourd'hui. Il y a longtemps que les États généraux n'ont été convoqués, depuis 1614. Il poursuit devant le roi. Sire, intervenez donc, sire, car la nation, celle même, puisqu'il n'y a plus qu'elle qui puisse être écoutée par votre majesté. Maupeou, présent, l'écoute et le connaît bien, mais continue malgré tout ses réformes. Dès le 23 février 1771, il publie un édit royal pour diviser en 5 autres conseils supérieurs installés à Blois, Châlons, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers. Le Grand Conseil et la Cour des aides disparaissent, la vénalité des charges est abolie et les plaideurs n'ont plus à rétribuer les magistrats. Il faut dire que cette machinerie complexe avait plus de 3 fois de magistrats que nécessaire. Ces gens d'Europe se jalousaient, empiétaient les uns sur les autres au détriment du législateur. Et déplaignant, les procès duraient dans le temps sans contrepartie. Maupeou simplifia les rouages, abolit les abus, rend l'institution judiciaire plus crédible. Cela ne prend que 8 mois, la justice sera pure, propre et gratuite. Les nouveaux officiers, dotés de la noblesse personnelle, comme leurs prédécesseurs, seront désignés et appointés par le roi. Quant aux charges supprimées, leur valeur sera évaluée en vue de leur remboursement. 5. Versailles entérine les réformes des parlements. La féodalité, qui tentait de se renouveler, est brisée. Les juges ne sont plus propriétaires de leurs charges, mais nommés et payés par le roi qui les rend inamovibles. La justice devient gratuite, il est interdit aux juges de recevoir quoi que ce soit.
Il est intéressant de voir que ceux qui vont combattre cette réforme seront ceux qui la mettront en avant pendant la Révolution et que Bonaparte, une fois consul et empereur, réformera le tout par le code civil et le code pénal. Le lit de justice se réunit donc à Versailles. Louis XV déclare « Vous venez d'entendre mes volontés. Je défends toute délibération contraire à mes édits et toute démarche au sujet des anciens officiers de mon Parlement. Je ne changerai jamais. » Paris se soumet, mais en province, certains grondent, évoquent un sort analogue à leurs collègues parisiens. Maupeou, malgré ses efforts, ne parviendra que partiellement à réformer en dehors de la capitale, hésitant d'heurter de front les solidarités provinciales. Les magistrats soumis peuvent compter sur les lumières et les loges pour que naissent des pamphlets payés par certains grands ou venant de la haute bourgeoisie contre le ministre. À cette époque, on n'ose pas encore s'attaquer au roi. La police du roi traque et détruit les libelles comme elle peut. Ce sera sans effet pour Louis XV qui supprime les offices vénaux du Châtelet, crée de nouvelles charges, dissout telle cour de province. Maupeou encourage le roi d'aller jusqu'au bout, que les efforts seront que si cela va à son terme, sans exception, sans rémission. Un jour de conseil, il déclare au roi « Votre Majesté ne doit point céder. Si elle veut garder intact le trône des lys, il faut que les parlementaires puissent être sous l'autorité de votre Majesté. » Fermez les guillemets. Quand le roi meurt en 1774, le nouveau Parlement aura cessé de faire enregistrer son turbulent devancier. Bluch, ça c'est Bluch qui dit ça. Donc certains philosophes comme Voltaire approuvent la réforme, l'écrivain déclare, et pour une fois, je peux lui donner raison, ce roi unique législateur de France, j'aime mieux obéir à un beau lion qui est né beaucoup plus fort que moi, qu'à 200 rats de mon espèce. C'est la grâce d'un roi qui aurait accordé et confédéré son peuple. Fermez les guillemets. 6. Le retour des anciennes chambres de justice. Alors le 10 mai 1774, le roi, après une longue agonie, rend son âme à Dieu. À peine est-il à Saint-Denis que la haute noblesse veut se placer auprès du nouveau souverain. Noblesse, haute bourgeoisie et hommes de loi dépossédés, princes et pairs s'allient dans l'affaire des patriotes pour exiger du jeune roi Louis XVI âgé de 20 ans la restauration des parlements, seuls représentants du peuple souverain, disent-ils, alors qu'ils ne veulent rétablir qu'une caste de privilégiés. Dire que Louis XVI céda facilement est un mensonge, ourdi par les historiens de la Troisième République comme Michelet. Mon repas, après d'âpres discussions, est promis principal ministre, encouragé par les partisans de la restauration des anciens parlements. Il dit au roi « Sire, sans parlement, point de monarchie. Votre Majesté doit les mettre à sa disposition. » Choiseul, revenu de sa disgrâce, Orléans et bien d'autres, et d'anciens hauts magistrats manœuvrent en coulisses, mais le roi hésite et tergiverse. Le roi finit par céder, par souci de conciliation, de commencer son auguste règne par la concorde. Maupeou rend les sceaux le 24 août 1774. Il écrit au roi « J'ai fait gagner au roi un procès qui durait depuis 300 ans. Il veut le reprendre, soit il en est le maître. » Louis XVI, croyant bien faire, rappelle les parlements dans la plénitude de leurs fonctions. Conservateurs, ils ne cesseront jusqu'à la Révolution de contrecarrer toute velléité de modernisation de l'État jusqu'à qu'il soit emporté par la tourmente révolutionnaire et aboli définitivement le 6 septembre 1790. Le roi a voulu, comme tout nouveau chef d'État, initier pour pacifier. Trompé, jeune et sans expérience, le roi, croyant bien faire des conseils de ceux qui voulaient se venger de l'ancien règne, qui les avait écartés, seront eux-mêmes emportés par une révolution devenue incontrôlable. Le roi, contre les idées reçues, ne gouverne pas seul, mais avec son conseil, membre de son cabinet, bien loin du despotisme avancé par les conventionnels. Avec cette réforme, la monarchie aurait pu être sauvée. Alors, pour écrire cela, je me suis appuyé sur quelques livres que je vais vous dire, si ça vous intéresse de les consulter. Le Louis XV et le Louis XVI de Bluch,
le Louis XV de Caxotte, le Louis XVI de Petit-Fils, Marie-Antoinette d'Éveline Le Vert, et Jean-Félix, Louis XVI et Marie-Antoinette, un couple en politique. Voilà, messieurs, dames, je n'ai terminé de ces deux exposés. Donc, un qui vous a un peu, appris comment sont nés les parlements sous l'Ancien Régime jusqu'à leur conclusion, hein, et j'ai repris ces conclusions dans la dernière, si vous voulez, discorde entre le pouvoir royal et les parlements avec la réforme Maupeou. Personnellement, cette réforme Maupeou, si elle avait été mise au bout et à son terme, et que Louis XVI n'avait pas forcé Maupeou à rendre les sceaux, je pense qu'il aurait pu en partie sauver son trône. Enfin, après, ce n'est qu'un avis personnel. C'est sûr que ce n'est pas que les parlements, hein, qui ont fait la révolution, mais comme la révolution a été orchestrée par des juristes et par des hauts fonctionnaires et des hauts bourgeois, et avec bien sûr l'aval, comme je vous l'ai dit, de certains princes de sang, c'est vrai que cela n'a pas, si vous voulez, facilité le travail de Louis XVI, et a même précipité la France dans la noirceur et les ténèbres qui nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Nous espérons que l'histoire sur les parlementaires vous aura éclairé sur le fonctionnement de la monarchie et vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France.